Alors, on se retrouve pour une série de nouvelles vidéos. Il y aura 4 parties. Là, ça sera la partie préparatoire pour exploitation de Linux, hein. 8 façons de d'escalader vos privilèges sous Linux. On va revoir les TTP, les tactiques, les techniques, les procédures qui seront mises en place par vos adversaires si vous êtes en blue teaming et si vous travaillez en red teaming. Alors, ça sera les techniques, les tactiques et les procédures à appliquer tout simplement pour pirater les machines, ok, et connaître toutes ces techniques offensives. Ok, donc là c'est des rappels, hein, ça pourrait être l'extension, une 5e vidéo de maîtriser Linux. Je vais vous rappeler tous les concepts de base en fait, hein, comment on administre rapidement, hein, une machine Linux, hein, savoir afficher les connexions entrantes et sortantes, afficher le réseau, hein, gérer la mémoire, tuer un processus, les outils, hein, qu'on utilise en sysadmin, ok, et toutes les commandes qui vous permettront de faire de l'énumération, ok, comment je récupère la version du noyau pour créer un exploit, comment je récupère des informations pertinentes sur l'hôte, sur la cible, ok, toutes les commandes que j'aurai besoin pour connaître mieux la surface d'attaque analysée, qui me permettra quoi? De trouver des vecteurs d'attaque, à savoir quoi? Compiler mes propres exploits, puisque c'est ce que font les hackers. Ok? Donc on verra naturellement comment déjà récupérer les exploits publics, hein, et les lire, hein, les analyser, puisqu'en red teaming, vous pouvez avoir des exploits publics, certes, mais qui vont venir cracher la machine ou qui vont la backdoorer, hein, la verrouiller et dans le cadre d'un engagement de red teaming, c'est du no-go. C'est-à-dire que jamais on fera ça. Ok? Le client vous paye pour rentrer dans son système. Le client ne vous paye pas pour verrouiller ses machines et les rendre instables. Ok? Donc je vous ai toujours dit, la différence entre un bon et un mauvais hacker, c'est que le bon hacker, il fera ça proprement. Ok? C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la machine, mais il va pas corrompre la machine. Ok? Et malheureusement, il y a beaucoup d'exploits publics qui vont soit cracher, soit corrompre la machine. Il faudra la réinstaller. Ok? Donc, voilà. Faut faire ça avec finesse. Ok? C'est comme quand on fait l'amour à une fille. Voilà. Donc, enfin non, c'était un mauvais exemple. Donc voilà, on commence cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Si vous êtes déjà à l'aise avec toutes les commandes Linux, hein, je vais vous en montrer encore d'autres. Et on reverra pas mal de choses, hein, qui nous permettent de récupérer des suites bits, voir le find avec les permissions, je vous l'ai pas encore montré. Bref, tout ce qui nous permettra de faire du recueil d'informations avant de passer à l'attaque, hein, pour exploiter le Linux et ensuite installer de la persistance, donc des portes dérobées, pour pouvoir s'y reconnecter quand on veut. Ok? Voilà, bonne vidéo et je sais pas quand je posterai, là j'ai pas mal de boulot. Mais la suite, ça sera l'exploitation pure et dure. On arrête la théorie, on passe à la pratique. 8 façons différentes de pirater un Linux. Allez, à bientôt, ciao ciao. Les réalités du terrain, c'est quoi? C'est que Windows, c'est de la merde. Hein, je vous ai mis cet article, écrasante domination de Linux dans le cloud, 90% de part de marché. Ok? À la domination de Microsoft sur le poste de travail répond une domination de Linux du côté serveur. Ok? Vous voulez être des hackers, vous voulez faire du pentest, vous allez attaquer du Linux, vous n'allez pas attaquer du Windows. Ok? Je vous mettrai l'article, mais on a 90% des serveurs, hein, du cloud Amazon qui est du Linux. Ok? Donc quand les gens me disent oui, apprends-nous du Windows, apprends-nous du Windows, à mon avis, c'est des script kiddie qui veulent pirater le serveur de leur petite copine, hein, le poste client de Tati Janine, bref, faire chier les gens. Si vous voulez faire ça, tant mieux pour vous, ok? Moi je suis pas là pour vous aider, hein, débrouillez-vous. Moi je suis là pour vous former à la cybersécurité, ok? Et les réalités du terrain, c'est que si vous travaillez plus tard à faire des tests d'engagement, vous allez aller bouffer du Linux, ok? Puisque ce sont 90% des serveurs, ok? Voilà. Donc, on va commencer. Linux Privask, l'install est gratuite. Je ne traduirai pas en anglais, ok? So you can follow the room, okay? It is free, so I won't translate that, okay? You can do
your own techniques, do your homework, okay? You go to TryHackMe and search for Linux Previesk. Hein? The room is free. Donc on va découvrir les principaux fondamentaux de l'escalade de privilèges Linux, de l'énumération à l'exploitation, et on va voir 8 techniques d'escalade de privilèges différentes. Ok, petite introduction, comme d'habitude. Alors, donc l'escalade de privilèges, une initiation, un voyage. Il n'y a pas de solution miracle, et beaucoup dépend de la configuration spécifique de la cible même, la version du noyau, les applications installées, les langages de programmation pris en charge, les mots de passe des autres utilisateurs, pardon, sont quelques éléments clés qui affecteront votre chemin vers le shell racine, hein, donc le root. Cette salle a été conçue pour couvrir les principaux vecteurs d'escalade de privilèges pour vous donner une meilleure compréhension du processus. Cette nouvelle compétence sera une partie essentielle de votre arsenal, que vous participiez à des CTF, que vous passiez des examens de certification ou que vous travaillez en tant que testeur d'intrusion. Donc, que signifie l'escalade de privilèges? Eh ben, comme son nom l'indique, on va partir d'un compte à bas privilège à un compte à haut privilège, à savoir le super admin, le super user, et qui est le root, le dieu dans la machine. À la base, l'escalade de privilèges implique généralement de passer d'un compte d'autorisation inférieur à un compte d'autorisation plus élevé. Plus techniquement, il s'agit de l'exploitation d'une vulnérabilité, d'un défaut de conception ou d'une mauvaise configuration, hein, surveillance de configuration dans un système d'exploitation ou une application pour obtenir un accès non autorisé aux ressources qui sont généralement restreintes aux utilisateurs, hein, ni plus ni moins. Ok? Donc ça, faut en être conscient. Ensuite, pourquoi c'est important? Bah, parce qu'il est rare, lors d'un test d'intrusion, hein, dans le monde réel, hein, IRL, de pouvoir avoir le foothold, hein, l'accès initial, le gain d'accès, qui vous donne un accès administratif direct. Typiquement, ça sera une RCE qui a été corrigée, hein, Remote Code Execution, droit route. Hein, typiquement, ces failles ont été corrigées. Parfois, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, ça s'appelle une 0D. Ok? Donc l'escalade des privilèges est cruciale car elle vous permet d'obtenir des niveaux d'accès administrateur, ce qui vous permet d'effectuer des actions telles que réinitialiser les mots de passe des utilisateurs, contourner les contrôles d'accès, les ACL, pour compromettre les données protégées, modification des configurations logicielles, activation de la persistance, ouvrir des portes dérobées pour pouvoir se reconnecter ultérieurement, modification du privilège des utilisateurs existants, hein, est-ce que je peux pas modifier le compte d'un administrateur et lui donner les droits d'un utilisateur bas de gamme, ok, pour lui bloquer les accès, exécuter n'importe quelle commande d'administration à distance ou en local sur la machine, ok. Donc, énumération. Comment on énumère? Alors, on va se connecter à la machine, hein, et on va voir ça ensemble. Donc, on va se connecter en SSH. Maintenant, je pense que ça devrait plus avoir de secret pour vous. On va pinguer la machine. Parfait. Je vais me connecter en tant que Karen à la machine. Ok, donc quoi, mot de passe 1, 2, 3, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire password 1, 2, 3? Password 1, 2 petites secondes, je regarde. Ok, password 1, ce qui est logique en même temps. Ok, donc on voit qu'on accède, mais déjà vous voyez qu'on a un petit problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas un shell qui est stabilisé. Ok, le shell est stabilisé via la commande Python. Donc, hein, je vais demander d'importer le PTY. PTY, vous savez que c'est les terminaux, hein. On a le TTY et on a le PTY.
Là, je vais demander un PTY et d'exécuter via le PTY quoi, le bin bash. Ok? Donc techniquement, PTY, c'est ce qu'on appelle un interface pseudo-terminaux. Un pseudo-terminal est une paire de périphériques de caractère virtuel qui fournit un canal de communication bidirectionnel. Typiquement, quand on ouvre un reverse shell vers une machine, je vous ai dit, on ouvre un canal de communication bidirectionnel. On a quoi? On a le maître et on a l'esclave. Ok? C'est tout le temps comme ça, c'est le principe d'asservissement en informatique. Ok? L'extrémité esclave du pseudo-terminal fournit une interface qui se comporte exactement comme un terminal classique. Un processus qui attend à être connecté à un terminal peut ouvrir l'extrémité esclave d'un pseudo-terminal et peut être piloté par un programme qui aura ouvert l'extrémité maître. Techniquement, on demande quoi? À Python de lancer le pseudo-terminal. Ok? Je suis le maître et je vais demander à l'esclave de s'exécuter. Tout ce qui est écrit sur l'extrémité maître est fourni au processus de l'extrémité esclave, comme si cela avait été rentré sur un terminal. Par exemple, l'écriture du caractère d'interruption, CTRL-C, sur le périphérique maître engendra un signal d'interruption qu'on appelle SIGINT, qui n'a rien à voir avec l'intelligence des signaux dans le renseignement. Hein. C'est signal SIGINT, hein, signal interrupt, hein, interruption. Ça n'a rien à voir avec le renseignement pour le groupe de processus d'avant-plan qui est connecté à l'esclave. Réciproquement, tout ce qui est écrit sur l'extrémité esclave du pseudo-terminal sera lu par le processus qui est connecté à l'extrémité maître. Les pseudo-terminaux sont utilisés par des applications telles que les services de connexion SSH, Airlogin, Telnet, les émulateurs de terminaux, script, screen, expect. Ok? Donc, ce sont des interfaces de programmation. On a le POSIX, hein, qui est extrêmement connu, l'OpenPAT, bref, ok, pourquoi je fais cette commande? Parce que ça va me permettre de récupérer et de stabiliser mon shell. Hein, c'est le premier truc. Et comment on le voit? Bah, on le voit, je démarre, j'avais que ça. Hein. Maintenant, j'ai quoi? J'ai bien ce qu'il faut. Hein, vous savez, quand vous vous connectez, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, écoute, Coco, t'es dans quoi? T'es dans dollar, ça veut dire que t'es à la racine. Quand vous voyez slash dollar, ça veut dire que vous êtes au niveau du root. Ok? Et je vous ai dit, c'est l'ensemble du file system. Et comment je le sais que j'ai stabilisé mon shell? Parce que bah il y a Karen. Je me suis connecté en tant que Karen. Bah oui, j'ai essayé de me connecter en tant que Karen. Qu'est-ce que j'ai rentré? Je lui ai demandé de me connecter en SSH à l'adresse IP 10.10.139.138 en tant que Karen. Et j'ai quoi? J'ai le hostname, ok? La machine, le nom de domaine de la machine, le hostname de la machine, les deux s'appellent Wade 73 63, ok? Ça veut dire que je suis connecté sur cette machine, ok? Alors, maintenant, justement, on va voir un petit peu comment on peut récupérer des informations qui sont pertinentes, ok? Tout le but, ça va être d'énumérer. L'énumération, c'est la première étape que vous devez prendre une fois que vous avez accédé à n'importe quel système, hein? Vous avez peut-être accédé au système en exploitant une vulnérabilité critique qui a entraîné un accès au niveau root, ou vous avez simplement trouvé un moyen d'envoyer des commandes à l'aide d'un compte à faible privilège. Là, honnêtement, c'est faible privilège, hein, je pense. Oui, je suis 1000, ok? Vous savez que bah, les utilisateurs sur Linux à bas privilège sont à partir de 1000, ok? 1000, 1001, 1002, 1003, ce que vous voulez, ok? En dessous, on a quoi? On a les comptes de service, hein, qu'on appelle daemon, hein, et tout en haut de la pyramide, on a quoi? On a macro, on a le root, 0. Pardon, excusez-moi, je dérape. Ok? Plus sérieusement, donc, il va falloir faire toutes ces étapes. L'énumération, je vous l'ai toujours dit, est importante, aussi importante que la phase de post-exploitation, qui est tout à la fin. Vous inquiétez pas, on va faire du red teaming sur les mois qui viennent. Je vais développer tout ça, toutes les étapes d'une cyberattaque. Ok? On reverra la matrice MIRT attaque. Hein, c'est grosso modo les 150 attaques que vous devez maîtriser, en tout cas comprendre au niveau de l'aspect théorique avant de vous prétendre pseudo hacker de mes couilles. Ok? Donc le hostname,
Ça renvoie quoi? Eh ben, ça renvoie le nom d'hôte de la machine cible, hein, bien que cette valeur puisse facilement être modifiée ou avoir une chaîne relativement dénuée de sens, hein. Par exemple, ça sera Ubuntu-3487-3402-39. Ouais, ça nous intéresse pas vraiment, mais on sait déjà que c'est du Ubuntu, ok? Ou elle peut fournir vraiment des informations sur le rôle de la cible au sein d'un réseau d'entreprise. Typiquement, on va utiliser une nomenclature précise dans un réseau de production, ok, d'une entreprise, ok. On aura par exemple SQL-prod-01. Je sais que c'est un serveur SQL de production, ok. Si j'ai SQL-dev 01, ok, je sais que c'est un environnement SQL de développement. Si j'ai SQL-send-01, je sais que c'est un environnement de bac à sable, ok, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la commande uname A, hein, qu'on se sert tout le monde. Vous pouvez avoir le R. Là, j'ai le noyau. OK? Je sais que je travaille sur un noyau Linux 3, 13, 0, 24 générique et je peux lui demander tous les arguments avec A. OK? Cette fois-ci, il me dit, écoute, le hostname, c'est bien Wade 7363. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire, que c'est un Linux. On a exactement le noyau à la suite. On voit que c'est un Ubuntu, hein, avec l'horodatage, ok, UTC 2014. On a quoi? L'architecture au niveau du processeur. Hein, je sais que c'est une architecture x86 64 bits, c'est-à-dire que c'est pas une tablette, c'est pas un téléphone, hein, ce n'est pas un M1 d'Apple, ok? Puisque ce sont des architectures ARM, ok? Là, si c'est du x86, justement, ce n'est pas une architecture ARM, c'est par opposition une architecture x86. Et vous avez du x86 32, ok? Et vous avez du x86 64. Je vous l'ai déjà dit dans mes cours. Le x86 tout court, c'est du x86 32 bits. C'est des processeurs 32 bits. Ça date, hein. Pour rappel, le premier processeur 64 bits est sorti en 2004 ou 2007, je sais plus à vérifier. C'est l'Athlon 64 bits, ok, qui a été créé par AMD. C'est pour ça que cette architecture X80, X86 underscore 64, on l'appelle typiquement une architecture AMD 64. AMD comme la marque, 64 comme 64 bits. Ok? Vous savez qu'au niveau de l'adressage du processeur, on peut le faire en 32, on peut le faire en 64, on peut le faire en 128 bits. Ok? 128 bits, c'est réservé à des supercalculateurs, du risque. On a ça sur des gros serveurs, parfois d'entreprise, parfois de l'armée. Ok? Des serveurs créés. Enfin bref, des trucs que le commun des mortels ne connaît pas, puisque c'est réservé à l'élite. Enfin, l'élite, vous m'avez compris. Hein, à des ordinateurs qui valent plusieurs centaines de millions de dollars. Ok? Nous, on adresse en 64 bits. Qu'est-ce que ça permet? Eh ben, on va faire très simple. Le 32 bits, hein, vous ne pourrez pas allouer, hein, plus de quoi? Plus de 4 gigas de mémoire. C'est pour ça que très souvent sur un système 32 bits, quand on a 4 gigas et qu'on regarde la mémoire, elle nous dit écoute, bah t'as 3, 5 gigas en fait. Ok? Pourquoi? Parce que si on veut utiliser les 4 gigas, bah, il faut passer en 64 bits. Et le 64 bits maximum, alors à vérifier, mais ça peut adresser, hein, je crois que c'est 250 Tera de mémoire, hein, de DDR. Alors après, 1, 2, 3, 4, hein, ce que vous voulez. 3, 4, bientôt on sera en DDR5. Ok? Je vais pas revenir là-dessus. Mais en gros, plus vous avez de bits, plus vous pouvez allouer de la RAM à votre ordinateur. Et la RAM, c'est quoi? Par opposition à la ROM, c'est quoi? La RAM, c'est la Random Area euh, Memory. Ok? Donc la mémoire vive. Ok? C'est ce qu'on appelle la mémoire vive, c'est-à-dire qu'elle est vive. Si on coupe le courant, eh ben, on perd toutes les données. C'est pas cool. OK? Par opposition à quoi? À la ROM. OK? Et la ROM, c'est la mémoire morte. OK? La mémoire morte. On peut couper le courant. OK? Et le PC est éteint. Elle fait de quoi? Elle fait de la rétention de mémoire. OK?
c'est stocké. Typiquement, votre BIOS, ok, c'est dans de la mémoire ROM qui, en théorie, on ne peut pas réinscrire. Mais il y a des processus quand même pour pouvoir flasher le BIOS, ok, et pouvoir réécrire la ROM qui est présente sur votre mémoire. Mais c'est pas vraiment de la ROM. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez une pile, hein, qui permet de maintenir les réglages, en fait, hein, les réglages qui sont dans le BIOS et les réglages au niveau de l'heure. Par contre, même si la pile est morte, ce qui a été écrit dans la ROM est stocké. Ok, ça ne bougera pas. Voilà, pour le détail. Donc revenons à nos moutons. UNMA va imprimer les informations système, nous donner des détails supplémentaires sur le noyau utilisé par le système. Sera utile lors de la recherche de vulnérabilité potentielle du noyau qui pourrait conduire à une escalade de privilèges. Donc le truc qu'on fait typiquement, c'est un R, comme je vous disais, pour connaître la version du noyau, savoir s'il n'y a pas des failles, qu'on va aller chercher, des failles publiques pour exploiter une porte dérobée au sein du noyau ou escalader nos privilèges via d'autres techniques, d'autres vulnérabilités. Mais là, on parle de failles typiquement logicielles, mais là, si on attaque le noyau, c'est limite matériel. Hein, c'est entre la communication, la couche la plus basse, entre votre processeur, ce qu'on appelle le code assembleur, et le noyau Linux qui fait l'interface entre votre système d'exploitation et le matériel pur et dur, le hardware. Ok? Ensuite, on a quoi? On a, je vous ai dit, on est quoi? On est dans le file system. Dans le file system, il y a quoi? Il y a proc. Il y a quoi dans proc? Il y a tous vos processus. Je vous ai dit, sous Linux, tout est fichier. Eh ben là, vous avez vos proc. Et vos proc, c'est le système de fichiers proc qu'on appelle quoi? Qu'on appelle proc fs. Ok? Ça fournit les informations sur les processus système cibles. Vous trouverez proc sur de nombreuses versions de Linux. C'est un outil essentiel à connaître, dans notre arsenal. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire un cat cat proc, pardon, version. Ok? Et là, on retrouve les informations qu'on a, qui vont nous donner des informations, encore une fois, sur la version du noyau, des données supplémentaires, telles que l'installation d'un compilateur. Ça va nous permettre de savoir que là, il y a GCC qui est installé. Nous, c'est une porte ouverte. Vous savez que s'il y a un compilateur qui est installé sur la machine, le hacker, une fois qu'il a accès à la machine, va pouvoir se servir du compilateur. Pourquoi? Pour compiler, putain, vous êtes trop fort, quoi? Des exploits. Et un exploit, c'est quoi? Eh ben, ça permet tout simplement de pirater la machine. Ok? Donc, le premier truc à faire, typiquement, sur vos PC, c'est de ne pas installer un compilateur. Et vous savez que par AutoS, Kali Linux est bourré de compilateurs. Et donc, c'est extrêmement puissant, mais ça peut se retourner contre vous. Dès qu'on aura un accès sur votre Kali Linux, le hacker va pouvoir se servir de toute la panoplie des compilateurs pour écrire des exploits custo et venir pirater votre machine. Ok, typiquement sur une machine de production, le dernier truc à faire, c'est d'installer un compilateur, ok, qui pourra être utilisé par une partie adverse. Ok, c'est pour ça que si vous voulez un vrai Linux sécurisé, utilisez Ubuntu, utilisez pas Kali. Ok, mais ça je vous l'ai déjà dit. Kali, c'est pour faire des tests d'intrusion, c'est pas pour faire tourner son petit PC à la maison avec les photos de Tati Janine. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le ETC issue. Ok. Je me balade puisque tout est fichier. Il y a quoi? ls. Et là, on doit avoir un truc qui s'appelle issue. Ok? Alors, de l'extérieur, vous allez faire ça. Ok? Mais là, je peux faire carrément, je suis dedans. Je peux faire un cat issue. Qu'est-ce que fait le cat issue? Le cat issue, il va lire le fichier qui s'appelle issue. OK? Et ça permet à nouveau d'identifier, d'énumérer les systèmes d'exploitation Linux. Ce fichier contient généralement en fait des informations sur le système d'exploitation, peut être facilement personnalisé ou modifié. Tout fichier contenant des informations système
peut être à la fois personnalisé et modifié. Pour une meilleure compréhension du système, bah, il est toujours bon de regarder ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a la fameuse commande PS. PS, c'est un moyen efficace de voir les processus en cours. Ok? Là, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bah écoute, PS, il me dit, t'es connecté au terminal 6, hein, c'est le terminal sur lequel je suis, on appelle ça un TTY. Ils ont chacun leur PID, puisqu'ils tournent en mémoire, donc on leur affecte un PID, hein, c'est un processus d'identification, ok? On a la consommation hein, en cycle CPU, vous voyez que ça consomme rien, puisque je fais rien pour l'instant, hein. Et on a quoi? On a du bash, bah oui, le bash, qu'est-ce que j'ai fait plus haut? Qu'est-ce que j'ai demandé à Python? Je lui ai demandé de me stabiliser mon bash, ok? Je lui ai demandé quoi? De lancer bin bash via le PTY, ok? Asservissement via Python, entre quoi mon Kali Linux, je suis le maître et je prends asservissement le PTY et je demande un pseudo terminal sur la machine distante en SSH. Je me connecte en tant que Karen, c'est devenu mon esclave sexuel. Ok, on va pouvoir lui faire l'amour. Continuons. Euh, donc l'EPS, c'est un moyen efficace de voir les processus en mémoire, hein, et il y a plein de possibilités. Donc on a le PID qu'on appelle l'ID de processus, hein, qui est unique au processus. On a l'ATS, hein, c'est le type de terminal utilisé par l'utilisateur. Hein. Là on voit que c'est du PTS. Le temps, quantité de CPU, je vous le disais, utilisé par le processus, ce n'est pas le temps pendant le temps d'exécution du processus. Ok? Comment vous expliquer ça? C'est que là, c'est figé. Ok? J'ai lancé la commande, ça m'affiche le truc. Là, je fais rien dans ma commande, donc forcément, les cycles CPU, eh ben, c'est à zéro. Ok? Mais on a d'autres possibilités pour voir les cycles CPU en temps réel. Et on a CMD. CMD, c'est quoi? C'est le dernier truc. On voit bash, on voit PS, c'est la commande ou l'exécutable en cours d'exécution. Ok? Mais ça n'affichera aucun paramètre de ligne de commande. Vous savez que typiquement on utilise des paramètres de ligne de commande. Là, ça vous dit juste quel outil, quel programme est lancé, mais pas les paramètres, ok? Puisque si jamais je lance un nmap-sv-pn avec l'adresse IP, il va me dire qu'il y a nmap qui est lancé, il va pas me dire tous les arguments que je lui ai mis à la suite. Comprenez bien, ok? Donc comment voir grâce à PS tous les processus en cours d'exécution? On va faire un all, ok? Voilà. Donc j'ai quoi? J'ai les PID, ok? Et j'ai les cycles CPU, ok? Vous voyez que là, bah voilà. Là, typiquement, SSM Joint Worker, ok? Il utilise à peu près une seconde hein, en temps de calcul, ok? Et on a tout. Mais je peux faire aussi un PS AUX. Oups, ok? Et il ne me prend pas comme ça. Comment ça? Voilà, ok? Là, c'est la version la plus détaillée, ok? Et là, on a vraiment tout. OK? Le PID, les cycles CPU, combien ça bouffe en mémoire, hein, les ressources, allocation de mémoire, au niveau des file system, le TTY, quand est-ce qu'il a démarré, quelle est la commande qui a été lancée, hein, typiquement, et quel est le owner, qui c'est qui lance ça, hein, syslog, ok, qui permet de gérer les logs système, le root, hein, et typiquement, soit c'est vous, soit c'est le root, soit c'est moi qui l'ai lancé, vous voyez bien, et bah, ça ment pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un Python import et il me dit bah Karen a lancé un Python import. Karen a demandé le chargement de bin bash pour stabiliser son shell. Karen est en train d'afficher PS AUX. Ok? Karen utilise le SH. Ok? Karen est connecté au serveur SSHD, qui est le serveur SSH. Bah oui, je me suis connecté. Ok? Et il n'y a pas que Karen, il y a également le root qui est connecté. Ok? Donc vous voyez vraiment hein, ce qui se passe sous le capot, ni plus ni moins. Il va falloir être à l'aise. Et on a HTOP, mais je suis pas sûr qu'ils soient installés. Non, il est pas installé. Alors, c'est pas mal. Impossible d'ouvrir, permission non accordée.
Donc HTOP qui est une version améliorée de Top. Ok, je vais vous montrer Top déjà aussi, ça permet de savoir ce qui tourne en mémoire, Top. Ok, donc c'est pareil, avec les flèches, vous pouvez vous balader. Il y a des raccourcis à connaître et c'est une sorte, ni plus ni moins, vous l'avez compris, de gestionnaire de tâches en ligne de commande. Ok, CTRL C, je sors de là et je vous montre la version améliorée qu'on appelle HTOP. Ok, qui est colorisée et c'est pareil. Vous avez la charge sur vos CPU, hein. Moi j'ai 12 cœurs. La charge mémoire, hein, on voit que j'ai alloué 9,24 à la VM. Pour l'instant, elle en utilise 2,37. Ok. Les tâches qui tournent et les processus. Ok. Et le truc qui est plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des trees, hein, et vous balader hein, et voir directement quel processus, où c'est qui tourne au niveau du système de fichiers. Hein. On peut faire un sort, trier, faire un nice. Hein. Nice, en gros, ça va permettre d'afficher tel ou tel truc, en fait, hein, jouer un peu sur les paramètres et prioriser les tâches. Hein, si il y a un processus et je veux lui donner un petit peu plus de puissance, vous voyez, je suis en train d'incrémenter là, je veux lui donner un peu plus de thread au niveau de la mémoire. Je vais lui dire, écoute, tiens, celui-là, tu vas tourner en priorité haute ou à l'inverse, si je suis en négatif, en priorité basse. Ok? Ça me permet de quoi? De distribuer la puissance de mes cœurs, de mon CPU, au processus. J'ai une base de données, typiquement, je vais lui donner beaucoup de cycles CPU. J'ai pas envie que ma base de données rame. J'ai un serveur, je vais lui donner beaucoup de cycles CPU, ok? Etc., etc. Vous travaillez sur une attaque de brute force qui va mettre des heures, ok? Vas-y, allouez l'ensemble des cycles CPU à l'attaque via H4 ou via John the Ripper, ok? Des exemples. Et je vais pouvoir faire un kill, ok? Je vais pouvoir shooter. Donc vous savez que quand on fait un kill, typiquement on prend le PID. Je veux arrêter ce processus-là, le 69 541. Je vais faire un kill 69 541. Ou je peux faire un kill all et je sais que l'application c'est Firefox ESR. Donc je vais faire un kill all espace Firefox ESR. Ça va shooter tous les processus Firefox ESR là que vous voyez. Ok? Et je peux le faire directement avec F9. Ok? Donc voilà, HTOP, pas mal, rarement disponible sur les machines que vous attaquerez, mais super utile sur votre Kali Linux. Ok? Ou n'importe quel Linux. Revenons. Je peux afficher l'arborescence des processus avec PS. Hein. Comment ça va faire? Je vais faire comme ça. Je vais lui dire PSAXJF. Ok? Donc là, pareil, hein, c'est ce que je vous ai montré sous HTOP. Hein. Je vais pouvoir savoir les processus parents et les processus enfants. On en revient à ce principe d'asservissement. On a un processus maître qui va lancer des sous-processus qui sont liés au maître, qui sont les enfants, qui sont les esclaves. Hein. C'est le principe d'asservissement. Ok? Lui dépend de lui, qui dépend de lui, qui dépend de lui, qui dépend de lui, qui dépend de lui. Ok? Donc voilà, ça peut être utile, mais encore faut-il bien connaître le système d'exploitation, sinon ça va être du chinois pour vous. Donc on va essayer de développer tout ça. Hein. Et le fameux donc PS AUX, AUX affiche les processus. Je vous les ai montré pourquoi. All, ça veut dire pour tous les utilisateurs. Ça affiche les utilisateurs qui ont lancé un processus user, hein, et les processus qui ne sont pas connectés à un terminal. C'est le X. Ok? En regardant la sortie de PS à UX, nous pouvons avoir une meilleure compréhension du système. Ok? Donc voilà, on a tout ça. Hein. A, all, tous les utilisateurs. X, qui ne sont pas connectés. Hein, disconnected, les processus. Et U comme user, ça veut dire cette colonne-là, ok? L'utilisateur qui a lancé les processus. Et je veux tous les utilisateurs. C'est pour ça qu'on voit route, on voit un message, on voit Avaï, tout ça. Si je fais un UX, vous voyez qu'il n'y a que Karen, ok? Et si je fais un X, ok? Il n'y a plus que ça. Parce que moi, j'ai lancé qui sont parfois déconnectés, ok?
puisque bah oui, la session SSHD elle est déconnectée de mon terminal. Je l'ai lancée initialement, mais après elle tourne en résident. Elle n'est pas constamment appelée dans mon terminal. Vous savez que dans le terminal il y a quoi? Il y a le foreground qu'on appelle FG, c'est ce qu'il y a au premier plan, hein, et je peux faire tourner des applications en résident, en BG, en background. Typiquement, celle-là elle est déconnectée, donc elle tourne en mode BG. Ok, je la vois pas en fait. Je suis connecté dessus, mais j'ai pas constamment hein, une ligne de commande qui me dit SSHD, Karen, etc., etc. Vous avez compris, ok? Par opposition à ceux-là hein, qui sont en temps réel. PSX, on le voit là. Donc voilà, des commandes à connaître et vous pouvez conjuguer. Je peux faire un AX, ok? Donc, continuons. ENV, variable d'environnement, super utile. Ok, j'ai toutes les variables d'environnement. Je connais la configuration de terme qui me permet de gérer mon terminal, hein, au niveau des couleurs, au niveau de la taille de mon terminal. Ok, la version du client SSH. Ok, je sais qu'il est connecté au port 47002. Hein, euh, comment dire, de mon ordinateur. Ok, et moi, sur le serveur, je me connecte en 22. C'est normal, c'est le port SSH. Comment je sais ça? Je peux retourner sur mon ordinateur. Et je peux faire quoi? Je peux faire un netstat, ok? Et on va faire même un netstat tulpt, ok? Donc là, j'ai l'OpenVPN. Pourquoi j'ai pas l'autre? On m'a dit quoi? 4702, c'est ça? 4702, voilà. On voit bien que le port TCP, hein, connexion Internet active, sans serveur, bah oui, je suis client, donc c'est normal. Ok? Et ça me dit quoi? Bah, et Coco, ça c'est ton adresse IP via le VPN. Là, je t'ai alloué ton port 4702 local à quoi? Au port distant. Et c'est quoi? C'est le port 22 SSH. Et c'est bien l'adresse IP. J'ai pas fumé la moquette. 139, 138. Ok? Donc maintenant, il faut vraiment que vous fassiez la corrélation et que vous appreniez le réseau, hein. Sinon vous allez constamment être paumé. Ok? Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, eh, Coco, script qui dit là, point home. Eh ben ça tombe bien, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que, hein, sur cette machine, ça c'était le hostname et le nom de domaine. Eh ben moi c'est mon nom de domaine. Mon nom de domaine c'est scriptkiddie.home. Et le scriptkiddie c'est bien le hostname. Ma machine elle s'appelle scriptkiddie. Ok? Et ça me dit quoi? Et Coco sur ces deux ports, t'es connecté au serveur d'Amazon, hein, EC2. Bah oui, ça tombe bien, c'est les serveurs de Try Avec Me et au 172.208 en HTTPS. Incroyable, c'est quoi ça? Bah, sur le serveur web de Try Avec Me? Ok, Direct IP Access. J'ai Cloudflare qui me bloque, mais techniquement c'est quoi? C'est le site web, ok, de Try Avec Me. Là il me bloque, je suis bloqué par Cloudflare, ce qui est normal, c'est un système de protection, ok. Mais voyez il faut tout connaître pour pouvoir comprendre en fait comment ça fonctionne et ce que vous faites. Sinon, bah vous serez en dilettant, vous ferez deux trois bidouilles, mais enfin c'est pas ça hein, être un hacker en fait. Continuons. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le pass, hein, avec tout ce qu'il y a d'utile. On voit ZSH. Je sais que mon utilisateur utilise ZSH et qui l'endroit où il est chargé. Hein. Je connais toutes les configurations via le XDG qui permet, qui est le gestionnaire, hein, ni plus ni moins, de fenêtres. C'est l'équivalent, comment dire, d'Explorer sous Windows. Ok? La variable pass peut avoir un compilateur ou un langage de script, par exemple Python, qui peut être utilisé pour exécuter du code cible ou exploité pour l'escalade de privilèges. Ok? Après, je vous le dis tout le temps, faites un sudo -l. Le système cible peut être configuré pour permettre aux utilisateurs d'exécuter presque certaines ou toutes, hein, parfois. Là, vous le verrez, ça fait all, deux points, all, entre parenthèses, égale all, hein, pour répertorier toutes les commandes que votre utilisateur peut exécuter à l'aide de sudo. Ça, c'est le premier truc à faire. Je vous le dis tout le temps. Donc là, on est sur ma machine. Sudo-L, all. OK? Sauf que, bah, le sudo, bah, il a dégagé. OK? Je l'ai supprimé, même, j'ai envie de dire. OK?
Hein, typiquement, même, faudrait que je le remove. Je m'en sers plus. Ok. Enfin, j'ai peur que ça foute la merde. Je vais voir, je suis pas sûr qu'on puisse le désinstaller, des fois ça fout la merde. Mais à la limite, il faudrait supprimer le sudo. Ok? Et de toute façon, quoi? Vous faites un sudo? Sudo quoi? Sudo ls? Ok? Là, je suis root, ça passe. Mais techniquement, si je sors de mon root, je fais un sudo -l. Ok. Il va se faire foutre. Saltimbanque va se faire foutre. L'utilisateur Saltimbanque ne peut pas utiliser sudo sur scriptkiddie. Et ouais, c'est normal. C'est parce que je sécurise mon Linux. Je n'utilise plus, comme je vous le disais, sudo. Ok? Donc, à partir du moment où le gars, il va quoi? Il va essayer de faire quoi? Sudo -l, quand bien même il a quoi? Il a mon mot de passe. Hein? Donc, il va se planter. Ok? Il va se planter. Il va tester, il va tester, il va tester. Ok? Va tester, va tester, va tester. Et là, que ça fait trois saisies de mot de passe incorrect. Ça veut dire que moi, dans mes logs, sur mon Kali Linux, je sais qu'il y a un gars déjà qui s'est trompé trois fois de mot de passe. Je sais que je suis en train de me faire attaquer. Quand bien même il arrive quoi, je vous le disais, à trouver mon mot de passe, à faire une escalade de privilèges, ok, il va pouvoir faire quoi? Faire sudo -l. Et ça lui dit que bah il peut rien faire. Ok? À moins qu'il soit root. Ok? Voyons sur la machine. Sudo -l. Ça correspond à quoi? Donc, bah, on le sait, c'est password 1. Ok? Ah, pas de chance. Pareil. Karen n'est pas, peut pas utiliser sudo. Ok? Et tant mieux. Tant mieux, c'est une règle de sécurité. Ok? Mais parfois, on aura eh ben, la possibilité d'exécuter les commandes et c'est comme ça qu'on va escalader nos privilèges. Ok, donc tout ça, on fait que revoir des trucs qu'on a déjà vus, mais c'est super important. Vous avez la commande ls, hein, ls, vous commencez à connaître, list, hein, tu vas lister et tu vas trier, list and sort, ls, ok, ls, vous les fichiers cachés, ls, a, ok, ls, la, fichiers cachés et les métadonnées. Ok? LS, LAH, ok? Je veux en human readable, ok? Qu'est-ce qu'on avait avant? On a un truc qu'on comprend pas, ok? 4096, à moins d'être à l'aise sous Linux, vous savez pas. Si, en fait, vous le savez. 4096 bits, c'est quoi? C'est 4 kilooctets. Là, je lui demande quoi avec le H? De compter. De compter en kilooctets, en mégaoctets, en gigaoctets, en téraoctets, ok? 4096, c'est quoi? Bah, c'est 4 kilooctets, ok? Donc, c'est plus facile à lire pour voir les tailles, ok? Donc très souvent, hein, quand vous débutez, je vous conseille le LSLAH. Ok? Vous avez tous les droits. Vous avez les fichiers cachés. Pour rappel, les fichiers cachés, comment on les reconnaît? Eh ben, ils ont un point. Ok? Et, euh, et voilà. Et rappelez-vous, hein, on va faire simple. Il y a plus de lettres, mais tirer, c'est un fichier. D, c'est directory, c'est un dossier. Ok? Mais bon, allez voir mes cours Linux. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Encore une fois. On a quoi? On a LD. euh, ID, pardon. Ok, ID, vous voyez tout le temps, je le fais. Ça me permet de connaître quoi? Eh ben, le user ID, hein, le groupe, l'identifiant utilisateur, l'identifiant de groupe, hein, et l'identifiant, le groupe auquel appartient Karen. Très souvent, le JID est le même que le groupe. Et après, il y a d'autres groupes, hein, qui peuvent être différents, hein, qui peuvent être 1002, 1003, 1004. Mais typiquement, si on a un JID de 1001, il y aura forcément ici un JID de 1001, ok? Et après d'autres groupes. Mais ça, c'est autre chose. Tu peux faire partie d'un groupe principal, ok, qui est défini ici, et après avoir d'autres groupes. C'est tout à fait possible. Généralement, on en a 5, 6, 7. Je vous montre sur ma machine. J'en ai plein. Ok? Vous voyez que Saltimbanque, ok? Il est en groupe 1000. Bien sûr, le premier groupe, c'est le groupe 1000, mais je fais aussi partie du groupe 4, du groupe 20, du groupe CD-ROM, du groupe Floppy, du groupe Audio, du groupe Deep. Vous avez compris. Ok?
Et qu'est-ce que je vous ai dit? Tous les utilisateurs normaux qui sont par route, ils commencent à partir de 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur mon Linux, il y a quoi? Il y a qu'un utilisateur. C'est le 1000. Et comment je sais ça? Je peux faire un cat etc et je vais lire quoi? Le fichier, le fichier, le fichier passe VD. Et le dernier, il est où? Il est là. Ok? Et vous avez qu'à regarder. 129, 139, 130, 134, 999. Et moi, je suis quoi? Je suis le dernier. Je suis en bas de la pyramide. Je suis le 1000. C'est normal. Ok? Et il n'y a pas de 1001. Ok? Et tout en haut de la pyramide, on a quoi? On a le route. Ok? Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout ça, c'est des démons. C'est des comptes de service. C'est comment on reconnaît un compte de service? Parce qu'il y a le has been no login, no login, no login. Pourquoi no login? Parce qu'il n'a pas besoin de se connecter. Il est résident. Qu'est-ce qu'un programme résident? Il tourne au démarrage, hein, au démarrage de la machine, et il tourne en mémoire, hein. C'est ce qu'on appelle un démon, hein, un daemon. C'est l'équivalent des services sous Linux. Ok? On revoit les bases. Ok? Ou vous pouvez avoir aussi du bean false. Ok? Bean false, ça aussi, c'est sûr, c'est un démon. Ok? Et des fois, bah, vous en avez qui tournent dans bean bash. Ok? Voilà. Et moi, je tourne dans quoi? Je tourne dans ZSH. Comment je sais ça? Ben, c'est écrit là-dessus. Je l'ai caché. Je reviens dessus. F11, je tourne dans ZSH. Et ZSH, c'est quoi? C'est une version améliorée de quoi? De SH. Ok? Et SH et de bash. Ok? Voilà. On commence à avancer. History. History, on va regarder toutes les commandes. Ça peut nous donner une idée du système cible, hein. Et des fois, on a même les mots de passe ou les noms d'utilisateurs, hein, sur la machine. History. Historique. J'ai toutes les commandes que j'ai tapées depuis le début. Ok? Alors là, visiblement, vous allez me dire non, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. C'est vrai. Il n'y a pas tout, mais il y a la plupart des commandes que j'ai tapées avec un entrée. Ok? Donc vous voyez petit à petit tout ce que je vous ai montré, hein. Mais c'est ni plus ni moins que quoi. Je suis en train de suivre le cours, hein. Ok? Donc ça, l'historie, pensez. Pensez, je vais pas vous montrer mon history parce que c'est sensible. Vous allez savoir que je vais sur des sites louches. Mais plus sérieusement, voilà, pensez à faire history. History veut dire historique, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le ifconfig, naturellement, hein. Connaître les interfaces. Comment je regarde les interfaces? Je les ai comme ça, quoi, hein. Oui, ifconfig. Ok? Là, j'ai quoi? J'ai mon localhost et qui est le loopback, hein, la boucle locale virtuelle, et j'ai mon câblage en Ethernet 0. Ok, donc le cidre c'est du 8, donc non, on n'est pas en classe C, on est en classe A, je crois. Ah non, on est en 16. Cidre 16, je me rappelle plus. Si c'est du A, c'est ça. Si on est en B, ça c'est du classe A. Ok? C'est ce qu'on utilise dans les entreprises. Donc je vous ferai des cours, hein. Mais il va falloir pareil, il va falloir bouffer des bits, bouffer du masque de sous-réseau, des sous-réseaux, comprendre les tables, comprendre les routes, hein, les différents classes, hein. Je vous dis tout le temps classé, 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 parce qu'à la maison on est en classé, etc., etc. Et bien cette adresse, je vais la choper vite fait, Cisco, et vous aurez des cours complets sur Cisco. Je vais vous apprendre à gérer des switches, des routeurs. Puisque bah, typiquement c'est ce qu'on va venir hacker, hein, pour ajouter des routes et pour pouvoir tout simplement euh, pirater les serveurs. Ok? On va ajouter de nouvelles routes, on va faire du port forwarding pour se balader au sein du réseau, ni plus ni moins. Ok? Donc ça c'est important de connaître tout ça, ça va venir petit à petit, vous inquiétez pas. Donc revenons à nos moutons. J'ai dégagé tout ça. Putain, je suis trop con. Ok, non c'est pas très grave. Je vais prendre là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Donc le ifconfig, hein, ifconfig donnera des informations sur les informations réseau du système les trois interfaces. Hein, vous vous rappelez, enfin, il y en a même plus. Hein. Mais typiquement, comment ça se passe? On a le loop. L'eau, c'est tout le temps le loopback hein, et le localhost. En fait, hein, c'est les deux. Hein. Il n'y a pas de localhost sans loopback, il n'y a pas de loopback sans localhost, puisque les deux vont de pair. Ok. Ensuite, on a quoi? On a l'ETH. ETH0, c'est l'Ethernet. Ok. J'ai une deuxième carte réseau, ça va être ETH1. Ok. J'en ai une troisième, vous l'avez compris, c'est ETH2, etc., etc. Ensuite, on a quoi? On a le VLAN, ok? 0, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, c'est le Wi-Fi, nos interfaces Wi-Fi, ok? On est d'accord? Et quand on utilise AirCap, AeroDump, hein, qu'on passe en monitoring notre carte Wi-Fi, hein, le VLAN 0 devient VLAN MON, ok? La VLAN 1 devient VLAN MON, MON comme monitoring. Pareil, si je sniffe les paquets via l'ETH0, qu'est-ce que devient mon interface pour me faire comprendre que je suis en mode monitoring? Elle va devenir ETH-mon. Ok, j'en ai deux, ça veut dire ETH1 mon, etc., etc. C'est comme ça que vous savez si votre interface est en mode monitoring, qui permet d'intercepter les communications, de faire des attaques de brouillage, de jamming, faire des captives portales. Si on a acheté la bonne carte sur Internet, vous vous reconnaîtrez. Ok, donc on peut voir quoi? On peut voir aussi IP adr. Ok, hein, vraiment, ça va nous permettre. Pourquoi tu passes pas toi? T'as envie de me faire chier? Oui, mais si tu sais pas taper en même temps, mon gars. Ok, IP adr, c'est un peu l'équivalent d'ifconfig, hein, présenté différemment. Ok, vous allez avoir toute la configuration de vos interfaces réseau. On a quoi? On a les routes, IP routes, hein, le routage, principe de port forwarding. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Eh ben, ça me dit, hey Coco, regarde, tu as l'air d'utiliser en mode développement ton interface réseau ETH 0. Et t'es sur quoi? Bah, t'es sur un réseau qui est en 10.10, 138. Bah, écoute, déjà, je vais te faire une première route parce que la passerelle, la gateway qui te relie à Internet, elle est en 10.10.01, hein, comme ça tu vas pouvoir quoi? Eh ben router ton réseau en 10.10.139, tu vas pouvoir atteindre le 10.10.01. Hein. On a vu que c'était une classe A, donc ça utilise un cidre de 16. C'est ce que je vous ai montré sur le PDF Cisco. Hein. On a vu que c'est un adressage en 8 bits et un cidre de 16. Donc c'est du 10.10.00. Donc c'est du 255, 10.10, en broadcast. Hein. C'est ce qu'on a vu typiquement tout à l'heure. Hein, quand je fais if config, on a vu quoi? 10, 10, 255. Donc, masque de sous-réseau, 8 bits, 255, 255, 0, 0. Je vous expliquerai tout ça, vous inquiétez pas. Et il y a un autre routage, et ça doit être, bonne question. ETH0, Scope Link, Metrelink sur le 169, 254. Il y a un autre sous-réseau. À mon avis, c'est le lien via le VPN, en fait. Ok, mais ça, je suis pas sûr. Ok, mais nous, on est bien en 10-10. Ça, à mon avis, c'est le TH0 sans le VPN, ok? Et ça, c'est l'adresse VPN, ok? Pour atteindre la machine. Et nous, on passe par le VPN. Et vous avez quoi d'autre? Eh ben, vous avez le fameux Tune 0. Tune 0, Tune 0, comment on le voit? Ben, on le voit là, ok? C'est le tunneling, hein? Tune 0. Et si on passe l'adresse du VPN en quoi? En monitoring, bah ça sera Tune 0 Mon. Ok? Pareil. Et on a Tune 1, Tune 2, Tune 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir Docker. Ok? Si vous installez Docker pour faire des containers, hein, des applications qui sont dans des virtualisés, hein, qui sont dans des containers, eh ben, vous aurez une autre interface
qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Docker. Docker 0, Docker 1, Docker 3, Docker 4, ça suit la même nomenclature. Ok, on a quoi d'autre? On a Netstat, je vous l'ai déjà montré. Netstat, ça va nous donner toutes les communications, tous les flux qui sont ouverts, sur notre carte réseau. Ça va vérifier les interfaces et les itinéraires réseau existants. Il convient d'examiner les communications existantes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un netstat comme ça, à poil, entre guillemets. Je peux faire un netstat avec l'argument A, affiche tous les ports d'écoute et les connexions établies. OK? Donc quelle est la différence? Bah, elle est sensiblement la même, hein. Je peux faire quoi? Un AT, ok? AT ou AU, c'est juste pour voir T, le protocole TCP. Là, j'ai que les flux en TCP, ok? Justement, j'ai ma connexion en SSH et on voit que le serveur écoute sur le port 22, ok? SSH. Eh ben oui, il écoute sur le port 22, c'est comme ça que je me suis connecté, parce que le port est en écoute, ok? Et vous vous rappelez que en local, on peut utiliser n'importe quel port aléatoire. En destination, je vous l'ai expliqué dans mes cours réseau, on se base sur un port fixe. Et le port fixe, c'est tout le temps le 22, c'est le SSH, ok? Même si l'administrateur peut le rerouter vers un autre port, ok? Mais typiquement, on fait comme ça, ok? Donc là, on voit qu'il est en écoute et je peux voir tout ce qui est avec UDP, ok? Tout ce qui écoute au niveau de l'UDP, datagram, ok? Et je peux faire le mode listen, L comme listening, ça liste les ports en mode écoute. Ces ports sont ouverts et prêts à accepter des connexions entrantes. C'est le principe de l'écoute, ok? Voilà. Donc typiquement, dites-vous que c'est peut-être bloqué par votre pare-feu, mais peut-être pas. À vous de vérifier. Mais tous ces ports sont en écoute. Ok? Tous ces ports sont en écoute. Ça veut dire que, ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur peut s'en servir pour s'y connecter. Si le pare-feu le bloque pas. Ok? Et vous voyez que vous avez un paquet de ports qui sont ouverts. Donc, à vous de voir, de les fermer, couper les services que vous n'utilisez pas. Comme ça, ils arrêteront d'écouter sur le port. Et si le port est plus en écoute, automatiquement, il est fermé. OK? Puisque s'il est ouvert, il est en mode listening. Vous avez tout compris. OK? Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et on a un dernier argument, c'est le netstat S. S, c'est les statistiques d'utilisation du réseau par protocole. OK? Ça peut être utile, et on peut limiter avec un netstat S ou T, pour voir un protocole spécifique. S ou U. Pareil. Juste en TCP, juste en UDP. OK? Et là, j'ai tout ce qui transite. OK? Au niveau de la volumétrie. Techniquement, qu'est-ce que la volumétrie? Eh ben, ça peut être quand on parle d'un disque dur, l'utilisation d'un disque dur, mais la volumétrie des réseaux, c'est l'utilisation des réseaux, du réseau et combien il y a de données qui sont envoyées, le in, le out, comment fonctionne un réseau. On a un canal de communication bidirectionnel, on a du upstream et on a du downstream. Ok? Le upstream, ça permet d'envoyer les données, d'uploader, de téléverser. Le downstream, ça permet de récupérer les données, de télécharger des données. Canal de communication dans deux sens. Ok? Bah oui, c'est normal. C'est deux ordinateurs qui communiquent. Ensuite, on a quoi? On a le TP, je vous l'ai pas montré. TP répertorie les connexions avec le nom de service et les informations PID. Donc ça aussi, pareil, ça peut être super utile. Ok? On peut faire LTP pour les ports d'écoute en SU. Hein. Donc vous voyez, on va jouer typiquement sur tous ces arguments et voir que là, notamment, on a le PID, le nom du programme qui est vide car le processus appartient à un autre utilisateur. Au niveau du PID, en fonction des trucs. Hein. Et là, il nous dit, ouais, tu devrais être route. Là, t'es que 1001. Donc des fois, on est limité. Il faut être route pour pouvoir faire certaines commandes. Si je passe en route, je vous montre.
Apprends à taper. Donc là, maintenant j'ai les droits. Net, tab, T, L, P. Vous voyez que j'ai plus le message. Hein. J'ai plus le message. Et si je fais un exit, et que cette fois-ci je refais un net stat sans être route ou sudo. Voilà. Il va me dire, hey Coco, faut que tu sois route. Hein, donc un peu à l'image de Nmap, certaines opérations se font en bas niveau, donc il faut des accès privilégiés, de hauts privilèges. Et il n'y a que les sudoers, ceux qui font partie du sudo, du fichier sudoer, ou qui sont admin, root, ou qui font partie du groupe admin, root, qui peuvent y accéder. Ok? C'est aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se faire un petit netstat i. Hein, vous voyez qu'on joue hein, sur les arguments. Vous avez un doute, n'hésitez pas à utiliser hein, l'aide. Ok? Et vous rappelez man encore plus. Hein, man netstat. Hein, si vous voulez le manuel, vous avez le manuel. Et là, vous voyez qu'il est assez court. S'il y a 51 lignes. Ça vous explique tout ce que vous pouvez mettre hein, en argument. Ok? Voir, vous voyez que dans proc, je vous ai dit, il y a tous les processus, mais il y a également les connexions. Hein. Si je fais un 4 procnet IPX, j'ai tout ce qui sert les connexions IPX au niveau du socket. Ok? La X25, l'IP, etc., etc. Hein. ETC service, proc. Hein. Qu'est-ce que fait proc? Eh ben, c'est le système de point de montage de tous les processus du système de fichiers Linux. Ok? Ça va donner accès au noyau et mettre à jour les informations des différents fichiers, puisque tout est fichier sous Linux, à quoi? Au kernel, qui est le noyau. Ok? Le kernel agit sur quoi? Sur les processus qui tournent en mémoire, ni plus ni moins. Ok? D'où l'important de connaître, encore une fois. Donc voilà. Hein, si je peux vous montrer encore Netstat, hein, c'est ce que vous voyez le plus souvent sur dans les CTF. On utilise quoi? L'anneau. Hein. A, afficher toutes les prises, résoudre, ne pas résoudre les noms et la minuterie. Anneau, ça vous fait ça. Ok? Vous pouvez faire A, vous pouvez faire No, hein. Typiquement, ça sera ça. Ok? Donc les prises, c'est les sockets. Hein. On parle de sockets. Hein. C'est mal traduit. La command find. Alors là, je vais pas y revenir. Hein. Je crois que je vous ai fait des cours et des cours et des cours et des cours. On va juste survoler. Hein. On va repartir, on va voir. Alors, find, à connaître par cœur. Vous devez maîtriser. C'est l'outil qui vous utilisera tout le temps, en fait. Hein. Techniquement, ni plus ni moins. Donc la recherche d'informations importantes et de vecteurs potentiels d'escalade de privilèges dans le système cible peut être fructueuse. Il faudra utiliser find, hein, et c'est à maîtriser parfaitement. Donc find.name flag 1.txt, je recherche dans le répertoire actuel. Comment je sais que c'est ça? Parce qu'il y a le point, ok, le nom de fichier qui s'appelle flag.txt. Find home name flag 1, trouver les noms de fichiers flag 1 txt dans le répertoire home. Ok? Trouver le répertoire nommé config. Hein? À partir de quoi? De la racine. Pourquoi répertoire? Parce que là, c'est un D, comme directory. Si j'avais mis un F, c'est un fichier qui s'appelle config. Vous l'avez bien compris. Ok? Type F, très important. Perm, parce que je peux demander aussi des permissions. Ça, je vous en ai pas encore parlé. Je vous les ai déjà parlé sur les 7 UID bits, hein, comment utiliser les escalades de privilèges via les fichiers, les binaires exécutables. Mais grosso modo, on va rechercher des autorisations 777, mais vous mettez le 0 quand même avant. Ça veut dire les fichiers lisibles, inscriptibles et exécutables par tous les utilisateurs. Ok, ça c'est super important. Parce que si on a accès, ça veut dire qu'on va pouvoir les modifier, les hacker, les pirater. Ok, pour s'en servir. Le find-a perm ax, trouver tous les fichiers exécutables, extrêmement utile. Le user frank, je veux tous les fichiers pour l'utilisateur frank dans home. Ok. Le mtids, tous les fichiers qui ont été modifiés les 10 derniers jours. Hein. Ça, pareil, à connaître par cœur. Je vous les ai pas montrés.
rechercher les fichiers auxquels vous avez accédé au cours des 10 derniers jours. Hein, donc là, c'est pas M-time, c'est A-time. Si min, hein, les fichiers modifiés au cours de la dernière heure, 60 minutes. Hein, A-min, trouver tous les fichiers dans la dernière heure. Hein, l'accès aux fichiers, tout. Donc ça, c'est bien en blue teaming ou une fois qu'on s'est fait pirater pour comprendre ce qu'a fait le hacker. Ok? Qu'est-ce qu'il a modifié? Et s'il a modifié des fichiers critiques, bah vous êtes bon. Pourquoi? Pour réinstaller votre machine. Ok? Size 50M, vous le savez, c'est 50M. Ok? Donc tout ça, faut vraiment maîtriser. Après, rappelez-vous, vous avez toujours l'outil Hacking Tools. Ok? Et si vous avez un doute, vous allez sur les Useful Commands et vous avez les suites. Hein, et tout ce qu'il faut rechercher hein, au niveau du système, au niveau du noyau, c'est tous les trucs hein, que je vous ai parlé ou pas, mais qui vont nous permettre de récupérer plein d'informations. Ok? On peut pas tout lister tellement qu'il y a de commandes. Mais voilà, ok? Comment exploiter un pingouin, ok? Ça, je vous l'ai pas fait. Pareil, on va voir si ça marche sur la machine. Ok, RPM n'est pas installé. Ok, donc on peut se servir d'autres outils pour récupérer des informations sur le noyau, par exemple. Typiquement. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Vous allez me dire, bah, je peux faire de la reconnaissance de l'énumération. Je veux connaître quoi? Tous les fichiers qui ont quoi? Une taille qui fait quoi? Plus de 100 mégas? Ben voilà. Ok? J'en ai deux. Ils sont là. Et là, j'ai été pollué, donc je fais quoi? Je pense à rediriger les erreurs vers DevNull. Et là, je sais quoi? J'ai deux librairies une librairie dynamique qui est chargée dans Thunderbird, ok? Et visiblement, j'ai un thème aussi qui fait plus de 100 MO sur le serveur, ok? Ça va me permettre d'aller rechercher rapidement les informations et pas traîner, hein, ok? Donc là, dans cet exemple, on renvoie tous les fichiers dont la taille est supérieure à 100 MO. Il est important à noter que la commande find a tendance à générer des erreurs. Donc comme je vous le disais, pensez à faire votre deux chevrons DevNull pour rediriger les erreurs vers DevNull et avoir une sortie plus propre. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver les dossiers accessibles en écriture par tout le monde. Je vais faire quoi? Fine. Je vais demander quoi? L'argument writable, inscriptible, et je veux quoi? Un type. Je veux les directories et je redirige mes erreurs. Pareil, pensez à tout ça. Ok? Il n'y a rien. Je veux quoi? Je veux cette fois-ci les permissions 222. C'est-à-dire que je veux les dossiers où tout le monde peut écrire. Ok? 222, c'est le truc. Ok? Mais il faut que je fasse quoi avant? Il faut que je fasse perm. Ok? Et pensez, le code, hein, vous mettez un tiré. Ou vous mettez, ok? Ou vous mettez un zéro. Les deux marchent. Ah là, ça marche pas. Bon, bah, j'arrête. Pensez à mettre le tiré. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux lui demander les dossiers accessibles en écriture dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier, par tout le monde, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Perm, ok? Et je peux travailler en termes, alors, en base 8, hein, vous savez, le système octal, ok? C'est le principe des droits, mais les droits aussi, je peux les donner comment? Je sais que quoi? Je sais que c'est O, hein? O et W, ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire other, ok? En write. Donc, qui est quoi? Qui est inscriptible, ok? Qu'on peut écrire dessus, accessible aux autres, ok? Et les autres, typiquement, c'est qui? Bah, vous le savez. Comment ça marche? Comment ça marche? ls moins l. Il y a quoi? Il y a le owner, donc directory, le owner c'est qui? Bah, j'ai juste à regarder, ok? C'est le root. Le root, il a le droit à quoi? À read, write, execute, lire, écrire, exécuter. Ensuite, on a quoi? On a le groupe, ok? Le groupe, il a quoi? Il a les droits en lecture, pas en écriture et en exécution.
Et on a quoi? Ensuite, on a le all, hein, qu'on n'affiche jamais. Et le all, c'est quoi? Bah, c'est le dernier. Et pareil, comme le groupe, il a le droit à read et execute, pas à write. OK? Donc, typiquement, on a quoi? On a le owner, le groupe et le all. OK? Où on parle d'OGA. Pourquoi? Parce qu'on parle de owner, OK? Group et soit others, OK? Soit all. OK? Donc, propriétaire, groupe et les autres. Tout le monde. OK? Propriétaire, owner, groupe et les autres. Dernière colonne qu'on ne voit pas. OK? À vous de regarder ici. OK? Mais je vous ai déjà expliqué ça. OK? Donc, typiquement, pourquoi j'utilise ça? Eh ben, parce que c'est exactement l'abréviation. On se sert des abréviations. Je veux quoi? Je veux les fichiers utilisés par le groupe qui sont qu'on peut écrire, accessibles. OK? Je vais lui demander un type D, donc les répertoires. OK? Et je vais avoir tout. Pourquoi OGW? OGW me le prend pas. Bon, on va mettre O. Alors, il y a une couille dans le pâté. En principe, ça passe. Bref. Donc, la raison pour laquelle nous voyons trois commandes find différentes pourrait potentiellement conduire au même résultat et peut être vu dans le manuel. OK? Typiquement, ça, ces trois commandes que je viens de vous montrer, ça fait exactement la même chose. Mais on a trois façons de le faire, hein. Et bah, vous savez, dans Linux, on a tout le temps plusieurs façons de faire. Mais vous voyez que c'est trois choses. C'est trouver des dossiers accessibles en écriture dans le monde entier. Mais dans le monde entier, c'est mal traduit. Ça veut dire pour tout le monde. OK? Donc, allez voir, trouver des dossiers exécutables pour tout le monde. OK? Perm, OX, type D, devenu. Trouver des outils de développement et des langages pris en charge. OK? Je vais faire un name Perl, Python, GCC. Je sais que j'ai ces langages de programmation, je vais pouvoir développer des exploits sur la machine. Rechercher des autorisations de fichiers spécifiques. Vous trouverez ci-dessous un court exemple utilisé pour rechercher des fichiers dont le bit suite est défini. Vous vous rappelez que même si je suis pas root, si le programme a un bit suite qui est défini, eh ben ça veut dire que si moi je l'exécute, c'est comme si c'était le root, l'administrateur, qui l'exécutait. Donc le bit suite permet au fichier de s'exécuter avec le niveau de privilège du compte qu'il possède et très souvent, bah, c'est le root, c'est ce qu'on recherche nous, plutôt que le compte qu'il exécute. Cela permet un chemin d'escalade de privilèges intéressant que nous verrons en tâche 6, hein. L'exemple est donné pour compléter le sujet sur la commande find. Typiquement, on va faire ça. Ok, ça c'est une commande à connaître par cœur. C'est le perm-u est égal à s. Ça c'est rechercher tous les suites bits. Ok, et là, je les ai. Tout cela. Ok. Donc, les commandes Linux générales, vous devez les maîtriser sur le bout des doigts, ok? Pour devenir des cracks. Donc, nous sommes dans le domaine Linux. La familiarité avec les commandes Linux en général sera très utile, hein. Veuillez prendre le temps de gérer le find, le locate, le grab, le cut, le sort, ok? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, sort, c'est pour trier. Cut, c'est pour découper, hein. Pareil, allez voir. Je vous ai donné un excellent site la dernière fois. Hein. Explain, explique-moi le shell. Ok. Je comprends pas une commande, c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais? J'apprends. Ok. Cut. Hein. Cut. Il me dit quoi? Il me dit, écoute, eh ben, ça retire des sections à chaque ligne d'un fichier. Super. Je sais à quoi sert le programme. Je veux en apprendre plus. Je vais voir le manuel. Et là, j'ai quoi?
Je l'ai pas, c'est pas grave, je me laisse pas abattre. Qu'est-ce que je fais? Je fais man, cat, et là j'arrive sur la page man de cat Linux France, et ça sera même expliqué en français. Incroyable, ok? Mais n'attendez pas qu'on vous apprenne tout, les gars. C'est à vous de faire le taf. Creusez, utilisez votre cerveau, ok? C'est comme ça que vous deviendrez bon. Si on vous tient par la main tout le temps, vous attendiez que je vous montre des trucs, ou que d'autres vous montrent des trucs, vous allez jamais progresser. Ok? C'est pour ça qu'il faut que vous soyez indépendant. C'est vraiment important. On peut vous donner des ressources, on peut vous apprendre plein de trucs, mais si derrière vous n'êtes pas motivé pour passer des heures et des heures à comprendre les choses, vous serez jamais bon en fait. Hein. Donc, on va répondre aux questions. On va voir peut-être les outils automatisés après. Ouais, on va voir les outils automatisés. Je vais faire en deux parties. Et après, on verra les escalades de privilèges. On va passer à la technique. Ok? Alors, revenons à nos moutons. Donc, quel est le nom d'hôte du système? Comment je sais ça? Yonema. Et il s'appelle Wade. Je vous l'ai dit. Ok? Quelle est la version du noyau? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire Yunem A, mais je vous ai dit Yunem R. Beaucoup mieux. On n'a que le noyau. Nexizit, c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Ubuntu LTS, c'est ça que tu veux, je pense. Yes. Quelle version du langage Python est installée sur le système? Comment je peux faire ça? Alors, locate. Localise-moi Python. Qu'est-ce que je vois? Ah, il n'y a qu'à regarder. Voir, c'est du 3, il y a du 2.7, et le dernier, c'est du 3.4. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux faire un type, ok? Alors, ne confondez pas avec le find quand on fait un type, c'est un peu la même chose, mais là, je lui dis type P, ok? Où c'est qu'il est installé? Et je demande quoi? Je demande Python. C'est un peu comme un locate, mais en différent, ok? Et là, il me dit, écoute, il est présent dans user bin Python, ok? Donc, quelle version? On va voir, je sais pas ce qu'ils veulent. Pour un 4, 7. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on cherche avec find? Peut-être c'est ça. Voilà. Bien. Ah bah oui, en même temps, j'ai fait un FND, quoi. Hein. Et wow, wow. Petit café, peut-être. Hmm. Mais il est sérieux, là? Ok. Python 3. Il y a quoi, version? Hein, c'est ça? C'est 3.4.0. Ok. On va pas se prendre la tête. On l'a là. Ok, 3.4.0. Hein? Eh, mais il a décidé de me casser les couilles, toi. Ah, il parle de Python 1, alors. Parce que c'est Python, sinon il me parlerait de Python 3. Putain, j'adore ces petites questions à la con. C'est magnifique.
276. Tu vas voir, ça va être ça. 2, 7, 6. Quelle vulnérabilité semble affecter le noyau du la système cible? Eh ben, écoute, je vais aller voir, hein, je vais faire quoi? Je vais, hop, choper le noyau, je vais aller voir mon copain, je descends tout en bas. Ok, non, ça c'est le builder, about us, et on va aller voir. Il n'y a plus les CVE là. Ils sont sérieux? Ah si. Nothing went wrong. Donc techniquement, on a des outils, hein, vous connaissez le LinPeas qui permet eh ben, de scanner pour toutes les failles hein, qui sont présentes sur Linux. On a WinPeas qui fait l'équivalent sous Windows. Ok, on a LinEnum hein, pour énumérer pareil des failles potentielles. On a less hein, qui va nous euh, suggérer des exploits. Hein, donc on verra comment les utiliser. Smart Enumeration et Priv Checker. Ils font tous le même boulot, certains mieux que d'autres. Pour moi, lui c'est le meilleur. Ok. Après on a Enum, Priv Checker et Less qui étaient utilisés il y a quelques années, on va dire. Hein. Après, honnêtement, quand vous avez le temps, vous les lancez tous et voilà, comme ça vous êtes sûr de bien énumérer la surface d'attaque et de trouver éventuellement des vecteurs potentiels pour pirater la machine. Ok? Donc, on a plusieurs outils qui peuvent nous aider à gagner du temps pendant le processus d'énumération. Ces outils ne doivent être utilisés que pour gagner du temps en sachant qu'ils peuvent manquer certains vecteurs d'escalade de privilèges. C'est pour ça que vous devez connaître par cœur Linux. Ok? Donc vous avez tout sur le référentiel GitHub, hein, vous pouvez les télécharger via un git clone et l'environnement du système cible influencera l'outil que vous pourrez utiliser. Par exemple, vous ne pourrez pas exécuter un outil écrit en Python s'il n'est pas installé sur le système cible, ce qui est un petit peu logique.